Monsieur Pierre Albaladejo, nous sommes à l'hôtel Le Splendide à Dax, dans les Landes. Vous êtes né en 1933 à Dax, à quelques mètres de cet hôtel, de l'autre côté de la Dour. C'est cela, Monsieur Albaladejo? Oui, jusque-là c'est juste. Je suis né au-delà de la Dour, étant ici côté Splendide. Moi je suis né au bas Sablard, parce qu'il y a deux Sablards. Il y a le bas Sablard, celui qui longe la Dour, et le haut Sablard, celui de l'avenue Vincent de Paul qui mène vers Saint-Paul et Dax. Vous avez eu une longue et brillante carrière dans le rugby. Pouvez-vous nous parler de vos premiers pas dans ce sport? Aviez-vous des parents, des amis qui jouaient? À quel âge avez-vous commencé de jouer dans votre club de cœur, l'US Dax? Étant un gosse du Sablard, il y avait un terrain de foot et dans lequel instrumentait la JAD, la Jeanne d'Arc de Dax, qui était aussi une belle société dacquoise sportive. Et puis j'avais mes deux frères aînés, parce que j'étais le troisième de quatre garçons que nous étions dans la famille. Et donc j'en ai deux qui, mes deux aînés, jouaient au football à la JAD, dans un terrain qu'on appelait le terrain des 13, parce qu'il fut une époque où Dax avait joué pendant une année avec une équipe à 13, dans les années 30, 29-30. Et moi, pour ne pas faire comme tout le monde, puisque je jouais avec un ballon rond, je ne trouvais pas drôle, je trouvais drôle que quelqu'un ait inventé un ballon ovale, parce que pour inventer un ballon ovale, il faut être anglais, il faut être un british. Hein. Ah oui. Et alors, je suis parti à l'école de rugby, et ça a été pour moi les premières occasions de traverser le pont de Dax pour me projeter du Sablard vers Dax. Voilà. Là, et autre chose, pour aller à l'école de rugby, mais pour aller au catéchisme aussi. Il n'y a pas de catéchisme du côté du Sablard. Très bien, donc vous avez commencé à 11 ans, je crois. Alors j'ai commencé, oui, je devais avoir 11 ans. Oui. Et c'était l'école de rugby, c'était bien d'appeler l'école de rugby. C'était vraiment une école de la vie pour moi et pour ceux qui comme moi, ont pratiqué ce jeu très jeune, parce que nous n'avions pas affaire à des entraîneurs, nous avions affaire à des éducateurs. Ce n'est pas du tout la même chose. Avec l'évolution des choses, on en parlera peut-être, oui. on s'est un peu vite dirigé vers les entraîneurs, sans passer par les éducateurs. Alors moi j'étais l'élève, j'étais élève à l'école primaire du Sablard, et j'étais élève à l'école de rugby. Et donc j'ai connu les premiers prémices de ce jeu qui allait me faire grandir, et puis voilà. Alors, les clubs autour de Dax, vous jouiez jeune contre quel club déjà? Saint-Vincent-de-Tyrosse, Narros, ces clubs-là existaient déjà? Oui, il y avait on jouait contre Montfort en Chalosse, où il y avait les deux frères célèbres, Boniface, qui jouaient, donc Dédé qui était de mon âge, et qui allait à l'école supérieure de Dax, à la SUP, comme on disait. Et donc, il a joué à l'USD aussi, André Boniface, il a joué, nous avons joué avec les juniors B, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans, on a joué ensemble, côte à côte. Donc vous étiez amis alors? Et puis, oui, on a toujours été amis, et c'était un admirable joueur, qui a quitté Dax pour aller à Mont-de-Marsan. Là, je l'ai retrouvé, mais jamais à côté de moi, si ce n'est à l'équipe de France. Ouais. Mais là, je l'ai trouvé face à moi quand il y avait les fameux derbies Dax-Mont-de-Marsan. Je dis le fameux derby parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que des joueurs du terroir de Dax et du terroir de Mont-de-Marsan qui faisaient équipe. Il n'y avait pas des gens de l'extérieur qu'on était allé chercher pour renforcer un peu les équipes. Bien. Monsieur Albaladejo, vous avez souvent insisté sur le rôle important que les dirigeants de l'US Dax ont eu dans votre vie. Vous avez parlé effectivement d'éducation quand vous étiez jeune.
Pouvez-vous nous expliquer quel a été leur rôle au cours de votre carrière, quelle a été leur influence? Oui, d'abord, j'étais un garçon assez dissipé dans la vie au Sablard. Ma vie de gosse de Sablard, c'était une gavroche. La moindre boîte de conserve avait le piège à la poussée sur 100 ou 150 mètres sur la route. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque. Et donc j'étais gavroche. Bon, je ne loupais jamais aucune occasion de faire une bêtise. Et puis, quand j'ai traversé le pont et que j'ai connu l'école du Sablard, oulala, mais là, il ne fallait pas faire l'idiot, on était rappelé à l'ordre. Et c'était sain. On allait jusqu'à la grossièreté qu'on pouvait avoir à un enfant libre que nous étions au Sablard. Là, dans le collectif, c'était interdit, on se faisait reprendre déjà. Donc, mon éducation allait changer un peu de bord et j'allais me plier au bon vouloir de ceux qui me dirigeaient, qui me conseillaient et qui m'encourageaient. Et tout ça, ça a contribué à faire de moi, je crois, un monde d'aqua, un fidèle d'aqua. Et puis, il y a aussi une anecdote dans ma vie, qui est la vie de Dax, qui a été très importante. C'est qu'il y a eu en 1952 des inondations où le quartier du Sablard où nous habitions était sous l'eau, complètement sous l'eau. On passait de la barque du bateau, on passait sur les tuiles, sur le toit, carrément. Il y avait 400 mètres d'eau dans le Bas-Sablard et on y a tout abandonné. On n'a pas perdu grand-chose, ma famille, parce que nous n'avions pas grand-chose. Mais ce qui a été formidable, là, j'avais 18 ans, et un jour, j'ai vu arriver, chapeau, cravate, une délégation du club de l'UAC Dax, que je ne connaissais pas parce que j'étais avec les minimes, les cadets, les juniors, je ne connaissais pas les grands déjà, je ne connaissais que les éducateurs du rugby. Et puis ils sont venus voir mes parents et juger la catastrophe une fois que l'eau était retirée. Et là, ils ont dit, bon, eh bien, écoutez, ne bougez pas, on va s'occuper de vous, on va vous loger d'abord, et puis on s'occupera de vous par la suite, car il faut que vous retrouviez une habitation. Et donc j'étais déjà, et mes parents étaient très, très réceptifs à l'élégance de ces gens qui venaient se porter comme ça. Eux, ils les connaissaient moins que moi, aux dirigeants. Moi, à peine, mes parents pas du tout. Et puis, ça m'a beaucoup marqué. Alors, pour la petite histoire, le logement qu'ils nous ont trouvé, comme il s'agissait du mois de février, à peu près, février-mars, le Splendide était fermé. Et bien, ils avaient fait ouvrir une aile là-bas et 2 chambres où nous avons logé pendant 2 mois. L'hôtel était enfermé, sauf pour nous. Il y avait 2 chambres qui fonctionnaient, avec une cuisine, et on a pris soin de nous. J'ai trouvé ça tellement formidable que dans mon fond intérieur, je me suis dit, je ne l'oublierai jamais, quoi. Je ne l'ai jamais oublié. Si par la suite j'ai pu être sollicité par d'autres clubs, des grands clubs ou des grandes villes, cette histoire me revenait toujours en me disant que j'avais une dette et que je la paierais jusqu'au bout. Et résultat, je suis encore d'accord et je le resterai. Donc belle fidélité. Et donc justement la prochaine question que je voulais vous poser, c'est effectivement, vous avez participé à 4 finales de championnat de France en 1956, 1961, 1963 et 1966, toutes perdues. Ces défaites ont été des moments certainement très douloureux pour le sportif que vous étiez, mais vous avez dit que la peine que vous aviez était surtout de voir la tristesse de vos dirigeants et de vos coéquipiers. Ça rejoint un petit peu ce que
Oui, il est évident d'abord j'ai été à partir de 20 ans. À 20 ans, je jouais un match important à Paris. J'allais découvrir Paris. J'avais 20 ans pour jouer les Anglais à Colombes, France-Angleterre à Colombes pour le compte du tournoi des 5 nations. Et à partir de là, j'ai quand même été gâté. Plus gâté que certains joueurs avec qui je jouais, qui n'avaient pas eu la chance peut-être d'être retenus pour connaître la vie que j'ai connue par la suite. Alors, j'avais beaucoup de respect parce que j'ai toujours considéré que le rugby était une grande famille, une famille où la solidarité devait être l'élément essentiel. Et donc j'avais beaucoup d'admiration pour les joueurs avec qui je jouais. Je les ai toujours trouvés meilleurs que moi d'ailleurs, et qui me procuraient les ballons qu'il fallait pour pratiquer comme j'ai pu le faire par la suite. Donc je me suis senti vite lié à ce club et marié à lui, quoi, finalement. Et je n'avais jamais le quitté. Alors c'est vrai que les grandes défaites, attention, quand on parle de grandes défaites, on oublie quand même que pour arriver à jouer une finale, il faut éliminer tous les autres clubs qui souvent étaient beaucoup plus riches que nous, à quoi qu'on ne parlait pas d'argent à l'époque, on allait y venir, mais de jouer contre Lyon, contre Lourdes, contre Toulon, contre le Racing, tout ça c'était un grand honneur et c'était des grandes équipes. Et nous, petite cité, on tirait notre épingle du jeu. La preuve, c'est qu'on a connu après, des joueurs ont connu la chance. D'autres, avant moi, déjà avaient été internationaux, mais pas en jouant avec moi. Il y avait juste Paul Lasaussa, qui était le capitaine de l'équipe, formidable joueur de rugby. Et donc, moi, j'étais, sensible beaucoup pas exubérant dans la défaite, mais sensible pas exubérant dans la victoire, mais sensible dans la défaite. Jamais pour moi, parce que je grandissais plus vite que je le croyais, quoi. Et alors, je pensais à eux qui étaient plus âgés que moi, beaucoup. Il y avait 20 ans, il y avait des gars qui avaient 32, 33 ans, qui n'avaient pas connu le haut niveau, et ils connaissaient le haut niveau, et jamais la consécration, et la consécration eût été d'être champion de France. C'était la gloire pour tout le monde, pour toute la ville d'ailleurs. Et on a joué toujours ces fameuses finales, 4 finales, et on y a fait toujours bonne figure, mais on était toujours assez vivre dans une exemplarité de club, quoi, de famille, et c'était, on ne jouait pas toujours devant des garçons peut-être aussi bien éduqués que nous l'étions nous, alors on n'a pas tout perdu. Exactement. En vous entendant, on entend cette passion pour Dax, pour le terroir. Pour vous, Dax, en quelques mots, c'est l'amour, c'est d'une terre, c'est d'une culture, des hommes, des femmes qui sont nés, qui y vivent. Oui, je suis parti de très bas dans la compétition de la vie. Et à l'âge de 14 ans, c'était l'âge du certificat d'études. Et j'étais jusque-là, mais je savais parce que je l'avais vécu avec mes 2 frères aînés, qu'à l'âge de la limite scolaire, des débuts de la scolarité, c'était 14 ans. On était obligé d'aller à l'école jusqu'à 14 ans. Si ça avait été 12 ans, à 12 ans, j'aurais arrêté d'aller à l'école. Et ce qui fait que je visais déjà un métier. Mon métier, à aucun moment, ça n'a effleuré mon esprit que je vivrais du sport. C'était un sport amateur, on n'était pas payé du tout.
je dis bien du tout. Donc, il fallait faire quelque chose quand on quittait l'école, il fallait aller au boulot. Et après de chez moi, il y avait une imprimerie de labeur. On composait avec un composteur et les doigts. C'était l'ABC du métier. Et j'ai fait quand même 7 ans d'apprentissage de typographe. Je suis typographe de métier. Voilà, c'est ce qui me fait dire en plaisantant que ça m'a donné des bons caractères. et tout ça, voilà comment j'ai grandi à l'imprimerie. Alors, il y avait 2 entraînements par semaine, le mardi et le jeudi, mais toujours hors travail. Le mardi, c'était après 18h, et le jeudi, c'était souvent entre midi et 14h. Et on jouait au plus haut niveau. Et nous jouions déjà des équipes qui avaient 4 ou 5 entraînements par semaine. Donc les dés étaient déjà pipés au départ. Mais l'esprit qu'on avait d'Aqua, bon, il y a d'autres villes qui avaient cet esprit, mais le nôtre, ce qui nous concernait à nous, le respect qu'on avait pour ce club et pour les gens qui nous suivaient, qui nous aimaient, il était de ne pas les décevoir, quoi. Et je pense honnêtement que Dax, on n'a jamais été champion de France, comme on dit, mais on a été les champions quand même des réussites sociales. C'est derrière nous, il y avait des gens qui nous éduquaient, qui nous faisaient grandir, et qui nous aidaient ensuite à apprendre nos métiers. Et plus tard, quand on avait le métier, je n'ai pas connu un joueur qui était à la rue, qui cherchait du travail. Ça n'existait pas. Cette solidarité, bon, je la marie avec Dax parce que Dax c'est ma ville, d'autres faisaient peut-être aussi bien, mais c'était leur problème. Mais notre problème à nous, il était celui-là, celui de bien se tenir, de pratiquer mon jeu, et surtout d'être reconnaissant aux gens qui nous éduquaient, qui nous dirigeaient. Aujourd'hui, le club de l'US Dax évolue en Fédéral 1. Vous restez bien sûr supporter de votre équipe. Comment vivez-vous cette nouvelle période pour le club? Quels sont pour vous les motifs d'espérance? J'aurais connu ce club au plus haut niveau et je le connais au niveau modeste où il est tombé. Alors quand on fait l'analyse du pourquoi, du comment, il faut quand même se rendre compte que le rugby, comme la vie, elle a changé. La vie est faite de tournants. Bon, mais on a vécu un tournant dans la vie et on a vécu le même tournant qui s'appelle le tournant de l'argent, où l'argent allait jouer un rôle important. On pourrait dire que l'argent n'est jamais néfaste, mais on peut dire aussi que dans certains domaines, il est néfaste. Il est néfaste parce que, je prendrais, puisqu'on est dans le rugby, ce virage pris par le rugby, par les dirigeants de l'International Board, qui ont décrété un jour, ça se passait à Johannesburg, j'étais présent d'ailleurs puisque je commentais la finale qui avait eu entre les Anglais et les Springboks, c'était l'avènement de Mandela, et donc à l'issue de cette grande finale en 1995, on nous avait demandé, aux journalistes et aux consultants que j'étais, on m'avait dit ne prends pas l'avion de demain pour rentrer en France. Il y avait 1 mois et demi qu'on était parti déjà pour suivre toutes les compétitions. Et donc là, quand le président du board, c'est-à-dire le président du rugby mondial, a ouvert les portes du bureau dans lequel ils avaient pris cette décision, il a dit de but en blanc, comme ça, il nous a dit, voilà, mesdames, messieurs, une nouvelle formidable, à partir d'aujourd'hui, le rugby est professionnel. Alors ça m'a sonné aux oreilles, être professionnel. Moi qui avais connu une vie d'amateur avec mes gavroches du
du quartier et de ma ville pour jouer des rôles assez importants quand même. Là, vite, ça a fait le tour de ma tête. Je me suis dit, professionnel veut dire être payé pour jouer, donc c'est plus un jeu, ça devient un labeur. Et tout ça, ça a vite émergé. Et j'ai dit, Dax, déjà là, j'ai dit, on a mangé du beurre. Jusque là, on a mangé du beurre, on ne mangera plus de beurre. On ne mettra plus de beurre sur des tartines parce que c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, et ça va vite prendre le virage d'aller acheter le joueur, le bon joueur là où il est. Nous, il était dans le terroir, dans toutes les équipes pratiquement, étaient la majorité des joueurs du terroir. Et voilà que tout d'un coup, par ce fait, on allait transformer la morale psychologiquement, le comportement. On n'a plus affaire à des éducateurs, on a affaire tout d'un coup à des entraîneurs. C'est autre chose. Entraîner, c'est gagner à tout prix. Et éduquer, c'est de bien se comporter, de vaincre avec plaisir pour faire un petit peu la java derrière, parce que ça faisait plaisir. Je crois que même quand on perdait, on faisait des petites javas, mais on avait passé de belles jeunesse. Et là, tout allait se gâcher, et tout allait se gâter, et on est à l'heure du vrai professionnalisme, de ce que l'argent peut apporter, mais peut aussi nuire à la société et nuire aux sportifs, parce qu'il y a une élite, une super élite dans tous les sports, soit le cyclisme, soit le football, où il y a des joueurs qui, de talent bien sûr, qui sont surpayés, et ils font bien de se bien comporter et de bien jouer longtemps, afin d'avoir le pécule qui leur permettra de vivre derrière. Tandis qu'il y a trop de joueurs dits professionnels qui gagnent misérablement leur vie, je dis bien misérablement leur vie, et qui à 30 ans, 32 ans, 33 ans, quand ils cessent de jouer, ils ne savent rien faire. Et on ne va pas s'occuper d'eux. Pourquoi s'en occuperait-on dans le monde professionnel s'il ne doit pas pratiquer? Donc, comme on ne peut plus pratiquer, on ne le connaît plus. Nous, ici, on a arrêté de pratiquer, et toute notre vie, on a continué à nous aimer, à nous aider, et on essaie de le rendre l'ascenseur. Voilà, c'est un petit peu, philosophiquement, le tournant qu'a pris le rugby, et qu'il a pris, on peut dire malheureusement pour beaucoup, et heureusement pour certains, qui peut-être, sans jouer au rugby, n'auraient pas su quoi faire. Ils le faisaient bien, ils sont dédommagés, tant mieux, mais je leur souhaite quand même, ils le savent, que le sport ne dure pas toute une vie. Elle est longue la vie pour un sportif. Quand on vient autour de 30 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, l'athlète commence à connaître des bas, et s'il n'a pas cautionné à côté une assise pour lui servir en travaillant, un métier parallèlement. Donc ce qui est arrivé avec Dax, ville de 20 000 habitants, on a vite jugé qu'on n'aurait pas les moyens d'aller ailleurs chercher des joueurs que d'autres pouvaient s'offrir. On y a été, c'était modeste, c'était bien, les dirigeants ont fait bien leur boulot, mais on venait faire son marché à Dax aussi. Nos meilleurs joueurs nous quittaient. Moi, j'ai jamais connu un joueur qui soit parti de Dax ailleurs, si ce n'est André Boniface, pour des raisons familiales. Il habitait à Montfort, entre Dax et Mont-de-Marsan. Et puis, il nous a quittés, mais ce n'était pas une affaire d'argent, c'était une affaire de plaisir qu'il prenait avec des amis qu'il avait à Mont-de-Marsan. Il a changé de maillot, mais s'il y avait un amateur pur et dur qui existait, c'était lui, à l'âge que nous avions. Si ça avait été cette époque-ci, il aurait été un super joueur
payé. Et comme je le connais très sage, il aurait mis ce qu'il fallait à gauche pour rester le monsieur qu'il est, le jeune homme qu'il est encore. Très bien. Écoutez, merci Monsieur Albaladejo pour ces mots gentils à l'endroit de Monsieur Boniface.